Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie d'une série de 6 épisodes concernant les 6 briques de la performance au tennis. Donc il y en a 4 qui sont classiques, technique, tactique, physique et psychique. Et j'en ai décelé 2 autres qui ont également leur importance, dont on parle assez peu souvent. Donc 2 concernent le corps, la technique, donc l'épisode 1. On va voir le physique aujourd'hui, qui est l'épisode 3. Et il y en a 2 qui concernent l'esprit, la tactique, donc qui est l'épisode 2, et le psychique qui viendra en épisode 4. Alors la brique numéro 3, donc aujourd'hui sur le physique, donc on va d'abord définir le physique. C'est la réalisation de mouvements du corps et de ses membres à l'aide de la contraction des muscles. Donc on parle un peu de biomécanique, on parle de biologie, et bon, vous connaissez, il y a le squelette est, auquel sont accrochés tous les muscles, il y en a à peu près 600, donc qui permettent tous les mouvements possibles et inimaginables. Alors en fait, le physique, faut savoir qu'il y a 5 qualités de base. Donc qui sont celles-ci, la vitesse, la force, l'endurance résistance, donc ce qu'on appelle les filières énergétiques, l'adresse et la souplesse. Et en fait, donc ces 5 piliers, ces 5 qualités de base, donc après elles peuvent être combinées donc pour donner d'autres qualités, comme la puissance. En fait, c'est la juxtaposition de la force et la vitesse, c'est la combinaison de la force et la vitesse. Donc parce qu'en physique, en sciences, donc la puissance c'est l'énergie sur la durée. Donc ce qui veut dire que si on développe la même énergie en moins de temps, on a plus de puissance. Donc c'est là que vient la notion de vitesse, et l'énergie est liée à la notion de force. Lorsqu'on parle d'habilité, en fait, c'est d'être adroit, coordonné, également avec de la vitesse. Donc en fait, voilà, les 5 qualités de base sont celles-ci: vitesse, force, endurance, résistance, adresse et souplesse. Alors il faut évidemment donc les entraîner, améliorer toutes ces qualités-là. Donc il va falloir les intégrer au mieux dans la discipline, et donc adapter forcément cet entraînement physique à la discipline. On va pas faire le même travail pour un haltérophile que pour un tennisman, évidemment. Les qualités de base recherchées ne vont pas être forcément les mêmes. Alors, donc, si on reprend tout ça, donc ces 5 qualités, je vais rajouter simplement une partie sur la codification, pour qu'on puisse bien se comprendre, et que vous puissiez donc bien être à l'aise avec toutes les notions qui vont être présentées. Donc on va commencer par cette codification-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tennis est un sport en fractionné. Donc par exemple, lorsqu'on fait 2 jeux, donc on réalise à peu près 12 points. Donc sur 2 jeux. Ensuite, ces 2 jeux, ils vont être répétés à peu près 5 fois. Si on compte qu'il y a un match qui se passe en 6-4, 6-4, ce qui va faire donc en tout 20 jeux, enfin 10 jeux sur un set en tout cas, et donc ce qui va faire 2 jeux fois 5. Et ensuite, ces sets, ils sont répétés, donc un set est répété 2 fois. Donc ce qui fait que finalement, si on peut voir en deuxième ligne, ici, donc en fait un point il dure à peu près 5 secondes, ensuite il y a une pause de 20 secondes, on le répète 12 fois pour faire 2 jeux, ensuite il y a le changement de côté 90 secondes, 1 minute 30, donc on réalise ça 5 fois, ensuite il y a un repos de récupération de 2 minutes entre les sets, et on réalise ça 2 fois ou 3 fois s'il y a 3 sets. Donc du coup finalement on arrive à un codage qui a l'air peut-être un peu compliqué comme ça, mais finalement on s'y habitue. Donc on a l'effort, plus une pause, ça constitue un exercice qu'on réalise un certain nombre de fois. Ensuite on a une récup, donc avec les exercices répétés, donc on obtient des séries. Ensuite une grande récup, et donc quand on va répéter des séries, on obtient un certain nombre de tours. Donc au niveau de l'effort, on peut décrire différemment, soit c'est une durée en secondes, soit c'est une longueur en mètres, soit c'est des répétitions enchaînées, notamment par exemple en musculation, ou alors quand on fait des exercices comme les pompes par exemple, ou alors ça peut être des sauts ou des flexions qu'on réalise. Donc l'effort peut être varié, donc c'est pour ça qu'on j'utilise le terme d'effort pour qu'il s'adapte un peu à toutes les activités physiques possibles. Ensuite, un exercice, c'est des efforts plus une pause. Les séries, c'est un certain nombre d'exercices plus la récupération. Et les tours, c'est un certain nombre de séries plus les grandes récupérations donc entre les séries. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir donc aller un peu plus en détail sur les qualités de base. Donc la force. Alors la définition de la force, ça correspond à la vigueur physique, capacité de fournir un effort physique. Donc la force, elle va être très utile en haltérophilie par exemple.
tous les sports de lancer de choses lourdes comme le poids par exemple, ou le disque. Donc c'est évidemment nécessaire pour tout ce qui est en changement de direction. Lorsque vous avez donc une course rapide à faire, vous devez vous arrêter et repartir dans l'autre sens, ça demande énormément de force. Donc tout ça, ça peut être, alors je vais pas rentrer tout dans le détail, mais en tout cas, toute la force, il peut y en avoir plusieurs de 4 catégories en fait. La force max, la puissance force, la puissance vitesse et la force explosive. Donc nous au tennis, on va quand même plutôt vers les forces explosives, la puissance vitesse. On va pas être dans les charges lourdes, mais en tout cas, selon le type de travail, il va y avoir donc des exercices adaptés pour. Donc déjà en intensité, donc la charge pourra être va diminuer là, en fonction au fur et à mesure qu'on descend là sur ce diaporama là. Et puis du coup les durées vont augmenter un petit peu dans l'ensemble, et donc il va y avoir donc des récupérations qui vont être adaptées au ça. Donc ça c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est tiré de bouquins très très sérieux sur la préparation physique. Alors la deuxième qualité de base, donc c'est la vitesse. Donc sa définition, c'est la capacité d'exercer une activité très intense sur une durée courte. Donc là, concernant, donc on a deux possibilités, c'est la vitesse avec temps de réaction. Donc on a 100% du max, c'est-à-dire on est à fond, on peut pas aller plus vite. Par contre, les durées sont très courtes. Là, vous voyez par exemple 4 secondes, vous avez 45 secondes de pause, vous répétez ça 6 à 10 fois. Ensuite, une récupération de 3 minutes, vous répétez ça 2 à 3 fois, donc pour pouvoir travailler donc cette notion de vitesse en temps de réaction. Vous avez donc la faculté donc d'accélération qui est extrêmement importante, c'est-à-dire lorsqu'on est à l'arrêt, il va falloir partir rapidement et donc atteindre une vitesse importante donc également rapidement. Donc vous avez là le temps de travail est presque le même, un petit peu plus long, 5 secondes, avec une récupération qui va être un petit peu plus longue également, puisque ça demande donc un effort un petit peu plus explosif. Et donc au niveau de la fréquence, vous êtes à 100%, voire même un peu plus lorsque vous faites une course en descente par exemple, où vous allez donc aller forcément un petit peu plus vite que sur du plat. Ensuite, concernant la filière énergétique, alors ça c'est ce qui est finalement de plus connu là, c'est la filière anaérobie alactique ou anaérobie lactique et la filière aérobie. Donc, alors en anaérobie alactique, c'est ce qu'on appelle l'endurance de vitesse. Donc on va être sur une durée de 12 secondes. Donc ça va être de la capacité à maintenir une grande vitesse, donc sur une durée un petit peu plus longue. Et donc sur temps d'effort 12 secondes, de récupération 2 minutes, 4 à 6 fois. Ensuite 4 à 8 minutes et 5 à 6 fois pour le nombre de séries. Vous avez ensuite la résistance, donc l'anaérobie lactique. Alors lactique parce que c'est là qu'on va fabriquer l'acide lactique, ce qui va donner ensuite des courbatures. Des crampes d'abord, des courbatures aussi. Donc la définition, c'est capacité d'explosivité, donc du dynamisme. Et donc là, on va travailler à une puissance qui est un petit peu en dessous, enfin du moins une charge qui est un petit peu en dessous des 100%. Mais surtout une durée qui va être plus longue et carrément jusqu'à 3 minutes. Donc c'est des efforts qui sont généralement en fait les plus durs, plus mal vécus, donc comme par exemple une course de 400 mètres. C'est ce qu'on considère comme étant vraiment plus difficile, puisque on a un petit peu en apnée, on a le système aérobie qui s'est pas mis en place, et par contre c'est une durée suffisamment longue pour que ce soit difficile à effectuer. Donc ensuite vous avez l'aérobie, donc c'est-à-dire le système aérobie, c'est-à-dire le système d'oxygénation qui va se mettre en place. Donc il faut un minimum de 3 minutes, et donc on peut avoir donc évidemment des durées qui sont bien plus longues, notamment en tennis, quand on sait pas quand on commence, on sait pas quand est-ce qu'on finit, et donc ça peut monter jusqu'à 2 voire parfois 3 heures pour des matchs de 7 gagnants. Donc là pareil, vous avez donc des durées qui vont être suffisamment grandes pour pouvoir mettre en place ce système d'oxygénation. Concernant la souplesse, alors il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la souplesse, donc tous les scientifiques sont pas tous d'accord. Enfin bon, il y a l'importance, je pense, c'est de se sentir bien avec une fois qu'on a fait une séance d'étirement. Par contre, il faut pas tout faire n'importe quand non plus. Alors d'une manière générale, donc la définition de la souplesse, c'est l'amplitude du mouvement d'une articulation
donc faire en sorte qu'on ait des angles les plus grands possibles au niveau des articulations et qu'on puisse avoir un allongement en fait des muscles des tendons qui soit le plus long possible. Alors vous avez deux types d'étirements, étirements qu'on appelle passifs. Alors c'est ceux qu'on va plutôt utiliser entre les séances, c'est-à-dire que les jours où on n'a pas d'activité, ou alors on peut l'utiliser juste après la séance mais de manière légère. C'est des étirements doux de récupération. Donc c'est ce que je mettais dans la partie quand, là, juste après une séance sans forcer, ou entre des séances, là en forçant un petit peu plus, là pour essayer de retrouver de l'allongement maximum. Donc vous avez des étirements simples, donc c'est vraiment les plus cassibles, ceux qu'on connaît le plus, bien que dans le monde du tennis ce soit pas très employé, donc il y a peut-être un défaut d'éducation générale à ce niveau-là. Donc étirement passif simple, donc c'est étirer au moins 20 secondes, relâcher et réétirer à nouveau. Les étirements posturaux par contre, donc ça c'est ce qu'on appelle plutôt le stretching, donc on va étirer très longtemps, donc 2 minutes minimum, avec un relâchement et on répète ça 2 fois. Et vous avez les activo-passifs, donc ça c'est un petit peu plus complexe, en anglophonie, donc on appelle ça le PNF. Et donc il va falloir étirer, ensuite contracter, donc on va être en isométrie, c'est-à-dire on veut pousser, mais par contre on se retient avec la main ou avec le sol, donc le muscle il veut contracter, mais le membre ne bouge pas. Il y a un relâchement, à nouveau étirement doux, plus de 20 secondes, et donc on peut répéter ça plusieurs fois. Ensuite, vous avez des étirements actifs. Donc là, ils vont être plus destinés avant une séance en guise d'échauffement, en guise de réveil vraiment musculaire, où on va chercher, on va éviter d'allonger le muscle, on va plutôt simplement essayer de le réveiller. Et donc on a les mouvements articulaires, donc c'est-à-dire tous les mouvements, comme pour les poignets ici, pour déverrouiller, donc ça s'appelle le rodage ou déverrouillage, donc toutes les articulations, essayer de décoincer un petit peu tout ça. Vous avez les étirements dynamiques, donc on fait simplement, si on contracte un muscle en fait qui va étirer le muscle antagoniste, alors c'est pas toujours évident à faire, et puis bon, c'est pas, donc du coup c'est pas très connu. Vous avez l'étirement balistique, où là on va faire du mouvement de balancier, donc c'est-à-dire qu'on va, une jambe, on va la balancer vers l'avant, vers l'arrière, de droite à gauche, pareil pour les bras. Donc c'est l'étirement balistique, ou dans le sens où on va vraiment se relâcher, on va vraiment laisser faire, on va contracter quasiment aucun muscle, et c'est simplement le mouvement d'aller-retour avec la gravité qui va nous permettre d'étirer et de continuer à déverrouiller aussi les articulations. Et ensuite, c'est ce qui est le plus en vogue, on va dire, c'est les activo-dynamiques, où on étire doucement, on contracte en isométrique, on relâche un peu, et ensuite on fait des mouvements rapides. Donc par exemple, si c'est les mollets, on étire les mollets, ensuite on pousse la pointe de pied au sol pour contracter le mollet, mais on n'arrive pas donc à s'élever, donc c'est en isométrique, on ne bouge pas. On relâche et ensuite on fait des petits sauts sur les pointes de pied, jambes tendues pour contracter les mollets de manière très intense. Donc ce qui va avoir pour objectif finalement de raccourcir un petit peu le muscle et de le mettre en tension et surtout le réveil et avec un afflux de sang. Donc ça c'est très utile pour avant les séances. Ensuite, concernant l'adresse, donc ça va apporter donc une harmonisation d'activités diverses dans un souci d'efficacité. Quelqu'un qui a droit et coordonné, c'est quelqu'un qui va rendre les choses faciles. On va vraiment avoir l'impression que c'est facile quand on le regarde faire. Donc ça va faire appel à l'adaptation motrice, à une précision gestuelle, une fiabilité gestuelle et un rendement énergétique qui va être très bon. Dans le sens où ça a l'air facile, donc il n'y a pas besoin de forcer. Donc après c'est tous les exercices de jonglage, de jeu de balle, de précision, échelle d'agilité, choses comme ça. Donc en combinant le haut et le bas, donc par exemple échelle d'agilité avec un jonglage en même temps. Donc tout ce qui va faire qu'on va être plus précis dans sa gestuelle, qu'on va avoir une meilleure maîtrise de nos membres. Donc ça fait partie de la coordination. Donc pour résumer, donc on a cette filière, on a tout ce schéma-là. Donc avec les 5 qualité de base, plus la petite codification. Donc c'était pour résumer un petit peu. Ensuite, donc alors le physique, qu'est-ce qu'on va en faire? En fait, le physique, il est au service de la technique et de la tactique. Donc on n'est pas un tennisman, n'est pas juste un corps qui va bouger. Donc toutes les qualités physiques qu'il va pouvoir acquérir, ça va être dans l'objectif de augmenter ses capacités techniques et tactiques. Alors,
toujours une question qui revient souvent, est-ce qu'on doit adapter le tennis, le physique à son tennis ou le tennis à son physique? Dans quel sens? Alors, j'ai envie de dire les deux, donc c'est un petit peu une réponse de Normand, mais avec quand même une petite précision. Le physique, c'est long à améliorer, donc il faut beaucoup de temps quand même pour... bon, même si on peut connaître des effets au bout de quelques séances, donc, mais il faut quand même quelques semaines pour qu'il y ait des progrès qui soient vraiment notables. Donc du coup, ça veut dire qu'à court terme, on va plutôt adapter le tennis en fonction du physique du moment, du physique actuel, donc du style par exemple, si on n'a pas beaucoup d'endurance, on va plutôt être dans le tennis sur une filière courte, finir avec 2-3 coups, on va monter plus souvent au filet pour raccourcir un peu les échanges, plutôt que de faire des essuie-glaces au fond du terrain. Si on a, comment dire, on a un manque de vitesse et de force au niveau de l'épaule, donc on va pas tenter des services à 200 à l'heure, on va plutôt faire des services précis, réguliers, avec un bon pourcentage de réussite. Et par contre, à long terme, là, vu que le physique, on peut l'améliorer et le faire progresser, on va pouvoir donc développer des qualités qui vont nous permettre d'embellir notre tennis en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître ses objectifs, et surtout à quelle échéance, s'ils sont à court ou long terme, et du coup faire le travail physique en conséquence. Donc du coup le travail physique va être apporté par une préparation physique, donc sa définition est celle-ci: ensemble organisé et hiérarchisé des procédures d'entraînement qui visent au développement et à l'utilisation des qualités physiques du sportif. Donc finalement, pour résumer la chose, pour faire simple, en fait, il va falloir donc mettre en place des situations où il y a un travail, donc ce que j'appelais l'effort tout à l'heure, et la récup. La récup va être très importante, notamment si vous faites de la vitesse, il va falloir une récupération qui doit être au moins de 5 fois la durée de l'effort. Donc avec ce travail de fractionné, donc je rappelle ce qu'on a fait tout à l'heure, donc il y a le temps de travail, l'effort en rouge, la petite récupération, donc ça donne les répétitions, les grandes récup. Une fois qu'on a fait plusieurs répétitions, ça fait la série. Et donc on a tout un fractionné comme ça. Donc dans un match, on a du coup ce profil-là en fait. 5 secondes de pointe, 20 secondes de pause, ensuite on répète 12 points, ensuite 1 minute 30 de récupération, ensuite on répète ça, donc cet ensemble de jeux, on le répète 10 fois par set, et puis donc je pourrais rajouter encore une page, enfin une partie là où je pourrais répéter 2 fois ou 3 fois, puisqu'il y aura 2 sets ou 3 sets. Donc finalement on est en fractionné, c'est-à-dire en répétition de vitesse. Donc si vous faites du footing donc à allure très lente pour faire un marathon, là ça va poser problème. Alors ce qui est très important, c'est le gainage, c'est le pont entre les jambes et le tronc, et donc très important, puisque le travail des membres inférieurs d'un côté et le membre inférieur de l'autre côté ne sert pas à grand chose si on n'a pas le lien justement entre tout ça. Alors des possibilités, donc c'est faire des courses variées, donc avec tous les types de courses, pas chassé, montée de genoux, talons-fesses, des mouvements droite-gauche, utiliser l'échelle d'agilité, les lignes de plot, donc c'est ce qu'on appelle le travail de pied, qui est très important. Si vous voyez Federer, Djokovic qui ont des mollets énormes, parce que justement ils ont un gros travail de pied, et donc sur la pointe de pied, qui est extrêmement important. Alors aussi, il y a ce qui est nouveau un petit peu, c'est la coordination verticale, c'est-à-dire l'enchaînement chaîne qui va du pied vers la main. Mais effectivement, quand on frappe, on prend appui, ancrage au sol, on va commencer à pousser au niveau du pied, et ensuite ça va transmettre jusqu'au bras et la main. Et en fait, le travail d'haltérophilie donc est intéressant là-dessus, mais pas pour la force comme on l'entend de manière générale, mais simplement donc poids relativement léger, mais c'est tout l'enchaînement en fait, la synchronisation de tous les mouvements qui est intéressant à ce niveau-là. Alors, donc l'important quand on fait du physique aussi, c'est d'arriver à respirer. En fait, c'est un truc que moi je trouve important, c'est l'expiration qui est plus importante que l'inspiration. Vaut mieux en fait vider ses poumons, de toute façon il y aura toujours le réflexe vital de les remplir. Donc il est important de le faire. Donc c'est pour ça que moi souvent je souffle 2 fois carrément, pour être sûr de vraiment bien vider, et ensuite récupérer et remplir avec de l'air frais les poumons.
Donc ce qui peut être important aussi, c'est d'avoir une temporisation. C'est de souffler, d'avoir un petit temps d'arrêt, et ensuite on respire. Donc c'est souffler, et on respire, et donc dans l'autre sens aussi, on respire, attendre un petit peu, le temps qu'il y ait un échange gazeux qui se fasse donc dans les alvéoles des poumons, et ensuite simplement on souffle. Si vous soufflez comme un petit chien, comme ça, en fait l'air ne va pas descendre, et il va rester en haut au niveau de la trachée, et il ne va pas descendre des poumons, il n'y aura pas d'échange gazeux. Alors il y a une technique aussi comme ça qui est, donc ça c'est plus pour endurance, c'est ce qu'on appelle la respiration afghane. Donc on inspire pendant 3 pas, on fait une temporisation pendant un pas, et ensuite on expire pendant 3 pas, temporisation pendant un pas, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la respiration, ça fait appel à des muscles, il faut faire monter et descendre la cage thoracique, ça fait appel à des muscles, ça demande de l'énergie, et le fait de faire une temporisation d'une seconde, ça permet justement de laisser le temps à un échange gazeux. Alors la récupération, c'est très important. Donc récupération, donc c'est tout ce qui est l'ensemble de boire, donc boire, récupérer son déficit hydrique, manger évidemment, donc avec récupérer en nutriments, et tout ce qui est repos, donc repos, pause entre les efforts, c'est quand même en récupération, sommeil, ainsi de suite. Donc on ne peut pas faire un travail physique si on n'a pas un minimum de discipline au niveau de la récupération, que ce soit alimentaire ou au niveau du sommeil. Donc pour continuer avec la partie physique, on va pouvoir faire une décomposition complète de la biomécanique du service. On va se rendre compte que le paramètre physique est extrêmement important et que l'aspect scientifique va permettre de mesurer pas mal de choses et donc de rendre la partie physique vraiment concrète. Alors dans le service, il faut savoir que tout participe, toutes les parties du corps. Donc on peut le voir ici, si pour 100% de la vitesse de raquette que vous avez à la fin, en fait, vous avez ce qui est noté legs and trunk à 20%, donc c'est les jambes et le dos qui va intervenir donc à 20%. Vous avez ensuite l'épaule donc à 10%, le coude à 40% et la main donc à 30%. Donc on voit bien que le service, ça a beau être un geste qui se passe au-dessus de la tête, ça part également des pieds. Alors concernant justement les pieds, il y a 3 techniques possibles. Donc il y a pied écarté, le relais d'appui ou les pieds collés. Alors, les pieds écartés, donc c'est comme ça l'indique, les pieds sont à une certaine distance et ils vont le rester tout au long du jet jusqu'au saut au moment de la frappe, l'expulsion, la poussée violente. Et donc c'est du style Federer par exemple. Vous avez là les pieds collés, donc c'est plutôt style mon fils où ils sont rapprochés dès le début et donc il va y avoir un déséquilibre vers l'avant qui va être assez précis. Il va falloir une bonne maîtrise de son équilibre et le relais d'appui c'est donc justement l'intermédiaire entre le pied écarté et le passage au pied collé. Donc pendant la préparation du geste, donc on démarre pied écarté et ensuite on rapproche le pied avant l'expulsion et la frappe. Donc, alors, chacun a ses avantages. Le pied écarté, il va donc en moyenne, d'après les études statistiques, il va permettre de frapper quand même 20 cm moins haut. L'expulsion vers le haut est plus difficile, par contre l'expulsion vers l'avant va être plus facile. Donc si vous voulez faire un service volé, ce sera préférable de faire avec les appuis écartés. Vous allez avoir un départ au niveau horizontal qui va être meilleur qu'en pied en relais d'appui. Et également, les pieds écartés, ça va procurer 15 km/h de moins donc, en vitesse de balle que le relais d'appui. Donc si vous voulez de la hauteur et de la vitesse, il faudra faire le relais d'appui ou pied collé, même si c'est difficile au niveau de l'équilibre. Par contre, si vous voulez partir en service volé, il faudra plutôt faire le pied écarté et garder les pieds écartés jusqu'à l'expulsion. Donc ici, donc des études d'autres scientifiques donc aux États-Unis notamment ont été faites. Donc pour déceler la vitesse en fait de chaque partie du membre. Donc vous avez ce qu'on peut voir. Donc il y a une étude qui a été faite pour les services à plat, ce qu'on appelle flat, les services donc liftés ou kickés et les services slicés. Donc on peut voir que les courbes sont relativement similaires. De toute façon que ce soit n'importe quel effet, on a à peu près la même chose. Les courbes se suivent.
Et ce qui est important, donc, c'est au niveau de chaque partie du corps. Donc vous avez la courbe rose en bas, donc le dos. Donc le dos n'a pas une grande vitesse, il y a juste un peu de rotation autour de l'axe de la colonne vertébrale. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est lui qui présente la première bosse. Donc c'est-à-dire que là, en fait, le dos va se mettre à bouger parce qu'il va y avoir une poussée des jambes. Donc c'est lui qui va faire démarrer donc la vitesse. Ensuite, vous avez une espèce d'effet domino qui va se dérouler donc sur les différentes parties. Donc en courbe bleu clair, vous avez l'épaule. Ensuite, courbe rouge, vous avez le coude, pardon. Et puis donc en fait, vous voyez qu'au niveau de l'épaule et coude, il y a une certaine synchronisation. Ensuite, va pouvoir se lancer donc le poignet avec wrist, la courbe verte, et à la fin, vous avez la vitesse de la raquette qui va donc se décaler. Donc ça se passe très très vite, donc entre 0,05 millisecondes et 0,25, donc il y a en tout 0,2 secondes de temps entre le démarrage au niveau du dos et ensuite l'impact de la balle. Donc ça montre bien que là tout le corps fonctionne. Il faut avoir donc une poussée au départ des jambes. Donc après tout s'enchaîne par un effet d'engrenage, une synchronisation. Et c'est là où on a des mesures scientifiques qui sont intéressantes. Par exemple, la jambe arrière va pousser avec 1600 Newton. Donc c'est comme si on pouvait soutenir avec une jambe 160 kg. Et la jambe avant 1200. Donc ça veut dire que la jambe arrière va pousser plus fort. Donc ce qui fait qu'elle va monter plus vite. Ce qui fait qu'il va y avoir un bascule du bassin. Le bassin arrière va monter un petit peu plus haut que le bassin avant, donc ce qui va entraîner la bascule en avant en fait. Au niveau des vitesses angulaires, donc vitesse de rotation, au niveau des genoux et des chevilles, donc là ce sont les articulations, donc il y a des vitesses qui vont monter à 700 degrés par seconde. Donc c'est comme si en une seconde on pouvait faire presque 2 tours entiers au niveau des genoux et des chevilles. Donc ce qui montre qu'il y a une force, une puissance qui est extrêmement importante. Donc pour activer les chevilles, donc ça va être donc grâce au mollet. Vous avez une force importante qui va activer rendre les jambes bien droites donc au niveau des genoux. Donc c'est une force au niveau des quadriceps, donc les cuisses. Donc on voit qu'il y a besoin en fait d'avoir une grande vitesse. Donc il va y avoir besoin de force également et de vitesse, donc ce qu'on appelle la puissance. Donc au niveau des quadriceps et au niveau des mollets pour pouvoir servir avec maximum de puissance. Et donc dans évidemment tout ça, une synchronisation parfaite donc pour enchaîner cet effet domino. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que la dimension physique, donc elle est extrêmement importante. Vous avez une évolution de mes classements en fonction de mon âge. Donc là j'ai mis par rapport à mon niveau scolaire. Donc on peut voir donc au début évolution relativement lente, de classement pas plus par an et encore. Donc de 30 à 15,4 à 15,3 en seconde. Et en fait, ce qui s'est passé en seconde, c'est que j'ai démarré le volley. Donc en guise un peu d'activité physique hivernale. Et du coup, il y a une accélération qui s'est déroulée au niveau de mon évolution, 3 classements par an quasiment, du coup, au lieu de 2 voire 1. Petit recul, donc l'année du bac, vous comprenez pourquoi. Et puis finalement, l'évolution donc a bien continué. Donc ce qui montre bien que la dimension physique, elle est absolument pas négligée, c'est un facteur de croissance et de progression qui est extrêmement important. Donc rien déjà pour le tennis et évidemment pour toute l'évolution ou le bien-être psychique et physique de la personne. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, donc sur les 6 briques de la performance. Donc on était à 3e concernant le physique et vont suivre donc les 3 autres. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes libre de visiter mon blog pour voir de nombreux articles avec opérer des fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter ou de me contacter par mail. À bientôt.